C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les députés ont voté le budget de l'État gestion 2025. Il connaît une hausse de 11% par rapport à celui de 2024. Les députés du Parti Les Démocrates ont voté contre. À suivre le message du haut-commissaire à la prévention de la corruption en République du Bénin. Pour la journée internationale de lutte contre la corruption édition 2024, il met l'accent sur l'intégrité des jeunes. Et puis mettre fin à l'exploitation des enfants, c'est un objectif de la Confédération nationale des employeurs du Bénin et EDI ONG. Elles étaient sur le site d'exploitation du gravier de Dévé dans la commune de Dogo pour sensibiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le budget de l'État gestion 2025 vient d'être voté à l'Assemblée nationale. Il s'élève à 3 551 milliards de francs CFA avec une hausse de 11% par rapport à celui de 2024. Un aboutissement sans l'assentiment des députés du Parti Les Démocrates. Le film de la plénière avec Vitis Ahoré. La représentation nationale donne ainsi son accord au gouvernement pour l'exécution du budget gestion 2025. Il s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 3 551 milliards de francs CFA. Du rapport général présenté par la Commission des finances, il ressort que la loi de finances 2025 comporte des innovations en matière de mesures fiscales. À compter du 1er janvier 2025, les intrants composants des kits de dialyse importés ou fabriqués en République du Bénin sont exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'importation, la production ou la vente en République du Bénin des herbicides, des machines et matériels agricoles, des unités de transformation et de conservation des produits agricoles, des matériels et équipements destinés aux sociétés d'aménagement agricole, des machines et matériels destinés à l'élevage et à la pêche, y compris leurs parties accessoires, pièces détachées et de rechange, sont en régime d'exonération des droits et taxes d'entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération s'étend aux emballages, autres qu'en carton, les canettes, les sacs de jus destinés à l'exportation des produits agricoles et les intrants agricoles parties, accessoires et pièces détachées, des machines et matériels destinés à l'élevage et à la pêche, ainsi qu'aux unités de transformation et de conservation des produits de l'élevage et de la pêche. La loi de finances gestion 2025 reconduit également des mesures. Durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, les véhicules neufs à 4 roues importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf bénéficient de l'abattement sur la valeur en douane et de l'exonération de la TVA. Nous arrivons à une prévision de croissance de 6,8%, contre une croissance mondiale de l'ordre de 3,2%. Monsieur le Président, nous avons un taux d'accroissement qui dépasse la moyenne mondiale. Ce budget témoigne de la résilience de notre économie. Face aux nombreux défis économiques mondiaux, nous avons su maintenir une stabilité. Et ceci n'est pas le fruit du hasard. Ceci est le fruit d'une gestion rigoureuse et d'une vision à long terme. Voter pour ce budget, pour moi, c'est soutenir cette résilience et encourager des politiques qui favorisent la croissance et assurent notre stabilité financière. Je tiens à souligner l'engagement fort de ce budget par rapport à la gestion climatique. Les crédits climat ouverts pour donner effet à la politique climat de notre pays ont augmenté de 16,29%. En 2025, les dépenses à caractère social sont évaluées à plus de 1 000 milliards de francs CFA et correspondent à 41% du budget national. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption en République du Bénin choisit l'éducation et la sensibilisation comme axe important de son action. Et dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption édition 2024, il met l'accent sur l'intégrité des jeunes. Voici un extrait de son message au micro de Jérôme Rumbo, Patrick Agbenou et Patrice Aoumye. La place de l'éducation comme vecteur de changement dans une société n'est plus à démontrer. Elle est donc fondamentale pour prévenir la corruption. Elle doit commencer au niveau des enseignements maternels et primaires et se poursuivre durant tout le cursus secondaire
et universitaires. L'objectif poursuivi étant d'accompagner et de conduire les enfants et les jeunes à développer et à cultiver l'intégrité. Il est à noter que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a également choisi comme thème central de travail cette année, je cite, « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Fin de citation. Ceci nous conforte dans le choix de notre thématique. La campagne pour la Journée internationale de lutte contre la corruption 2024 met l'accent sur le rôle que jouent les jeunes dans le cadre de l'intégrité, en les sensibilisant sur la corruption et son impact sur leur communauté. Cette année, le monde célèbre le 21e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui témoigne de la détermination de la communauté mondiale à combattre la corruption sous toutes ses formes et partout. Les journées nationales et internationales contre la corruption doivent être l'occasion pour nous de réfléchir et de nous recentrer sur une nouvelle stratégie de prévention. C'est notre engagement en vue de contribuer aux côtés des pouvoirs publics à donner à chaque Béninoise et à chaque Béninois un devenir meilleur. Radio France Internationale peut continuer la diffusion de ses programmes au Bénin. Le renouvellement de sa convention de diffusion est désormais acté. Cette convention ouvre aussi la voie à des sessions de formation au profit des acteurs de la presse. Que retenir de cette convention? Renaud Akapo et Jules Akwaïkou ont tendu leur micro au directeur du développement et de la distribution de France Média Monde Afrique. Ma présence ici, c'est pour signer le renouvellement de la convention de diffusion de RFI RFM au Bénin. Ce n'est pas la première, parce que la convention a été signée depuis la création de la HAC. Donc nous avons des conventions, je pense que c'est pour ce qui me concerne, c'est peut-être le 4e président de la HAC que je rencontre, et avec toujours autant à la fois de rigueur dans nos méthodes de travail, dans notre approche et dans l'approche de la HAC, et aussi notre disponibilité pour travailler avec les professionnels des médias au Bénin, que ce soit dans le domaine de l'information, de la formation et des partenariats en général. Voilà. Nous avons dans la convention avec la HAC, d'ailleurs, depuis 1996, prévu des clauses qui envisagent de faire des formations. Donc nous avons régulièrement, en partenariat avec la HAC, nous organisions des sessions de formation, de renforcement des capacités des journalistes, qui se passent bien. Donc là, dans la convention qui est renouvelée, ces dispositions sont également prévues. Voilà, donc dès l'année prochaine, je pense que nous allons organiser des sessions. C'est la HAC qui choisit les partenaires, qui choisit la thématique, et puis nous, autant que possible, nous mettons les professionnels à disposition pour organiser ce type d'activité. RFI est diffuse au Bénin depuis 1991. On a ouvert le premier FM à Cotonou à ce moment-là. On est à Parakou. Nous avons aussi maintenant de nombreuses radios partenaires qui reprennent nos programmes dans le pays. Il y en a actuellement 25 qui reprennent des programmes en français, mais aussi en langue fulfulde, un peu en haoussa. Dans l'actualité des médias, le groupe de presse Éducation célèbre ses 10 ans. À cette occasion, un symposium s'est tenu à l'université d'Abomey-Calavi pour réfléchir au thème médias, éducation et développement. Alain Sochoumain et Ramatou Lawani. Les médias ont le pouvoir et même le devoir de contribuer à promouvoir les valeurs morales et culturelles propres à notre pays. C'est l'essentiel à retenir de la communication inaugurale du symposium marquant les 10 ans de l'organe de presse Éduc-Action. Ce symposium nous offre une opportunité précieuse, celle de réfléchir collectivement sur l'avenir de notre société en plaçant une emphase particulière sur les enfants, ces héritiers de l'humanité et porteurs d'espoir pour notre continent. Si les médias aspirent à être des gardiens crédibles du processus démocratique, la qualité et l'intégrité de leurs articles doivent servir la cause de l'intérêt général. Une décennie donc que le groupe de presse Éduc-Action est dans le paysage médiatique du Bénin avec pour spécialité les questions liées à la formation et à l'éducation. L'éducation de qualité est la colonne vertébrale du développement
Et lorsqu'elle est véhiculée par les médias, elle devient le cœur battant de tout développement durable. L'éducation reste l'arme la plus puissante pour changer le monde. Une histoire aussi qui insiste à affirmer que la spécialisation est un oxygène pour la suivi des médias. Un couloir sécurisé vers le développement durable, parce que exigeant du journaliste la compétence, la précision, la mise à jour permanente et une culture thématique dense et diversifiée. Pour les prochaines années, Éduc-Action entend maintenir le cap pour de nouveaux défis. La technologie domine aujourd'hui tous les secteurs d'activité et la photographie n'y échappe pas. Grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez générer des images de haute définition et ceci sans l'aide d'un professionnel de la photographie. Comment l'intelligence artificielle arrive-t-elle à repousser les limites de la créativité et de l'art? Réponse dans le dossier du jour avec Rebecca Kinjaoundé. Ça, c'est la photographie d'aujourd'hui. Et ça, c'est la photographie du futur. Vous n'aurez plus besoin d'un expert pour capturer un instant précieux. À partir d'une simple phrase, les logiciels comme DALL-E vous créent des images d'une qualité spectaculaire. Littérature, œuvres contemporaines ou encore art plastique, l'intelligence artificielle bouscule absolument tout sur son passage. Il faut dire que l'intelligence artificielle permet aux artistes contemporains de repousser leur créativité plus loin et de créer des œuvres uniques en harmonie avec l'évolution artificielle. Le domaine de l'art, oui, mais pas que. La planification d'un concert, d'un brunch ou d'une exposition peut totalement changer grâce à l'intelligence artificielle. Pour participer par exemple à l'un de ces événements et avoir votre passe d'entrée, la billetterie numérique est désormais à votre portée. De façon classique, on a les billetteries physiques où tu vas, tu achètes, tu te déplaces, tu perds du temps, alors qu'avec la billetterie numérique, depuis chez toi, tu as de façon instantanée. Et de même, ça aide les organisateurs d'événements à rentabiliser. Les tickets physiques sont falsifiés, sont dupliqués. Or, avec l'intelligence artificielle, on aura une précision sur chaque ticket qu'on émet. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un ne peut pas copier parce que l'IA impose une identité sur chaque ticket à travers le code QR. Richard Girado est un jeune passionné de la technologie. Son ambition, voir tous les secteurs d'activité au Bénin enrôlés dans les usages numériques et digitales. Pour aider les acteurs du showbiz à se mettre au pas, il crée Rikit, une plateforme digitale générée par l'IA pour faciliter l'accès aux artistes. Aujourd'hui, aucune plateforme dans ce monde n'existe où vous pouvez aller retrouver n'importe quelle célébrité que vous cherchez. C'est fait de façon individuelle, donc dans des labels de façon individuelle, avec des managers de façon individuelle. Aujourd'hui, nous avons apporté une solution universelle qui touche à tous les pays du monde entier, là où il y a de l'art, là où il y a des célébrités, là où il y a des artistes. En fait, la solution, elle est très simple. Vous avez besoin aujourd'hui d'un artiste, il vous suffit d'aller sur rikit.com, vous cherchez son profil. Dès que vous voyez son profil, vous pouvez le booker directement sans intermédiaire. Un système de booking sans intermédiaire, une histoire d'œuvre d'art racontée par des algorithmes. L'intelligence artificielle peut sembler faciliter la vie aux humains, même si des métiers sont appelés à disparaître ou à être mis à jour. L'IA n'est pas là pour détruire. L'IA n'est pas là pour dire « Ah, toi, tu ne fais pas bien ton travail ». L'IA est là pour améliorer le travail, pour que tu sois créatif, pour que tu sois performant, pour que tu sois optimal. Parce qu'un chef d'entreprise, qu'est-ce que lui veut? Lui veut la performance. Lui veut rentabiliser son business. Lui veut avoir une marge bénéficiaire importante. Donc, c'est à nous
en tant qu'employé, en tant qu'employeur, de s'intéresser à la chose pour montrer que moi je suis performant, je peux associer l'intelligence artificielle à ce que je fais pour être plus performant. Et dans ces conditions, je ne pense pas qu'un chef d'entreprise va te renvoyer parce que tu veux améliorer la productivité, au contraire. Désiré ou pas, l'IA se présente aujourd'hui comme un tremplin pour aller plus vite et bien. Avec les réformes, l'inclusion financière a induit des résultats satisfaisants. Le microcrédit, par exemple, a eu de nombreux impacts sur le quotidien des populations. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé, revient sur le sujet dans ce reportage signé Ulvaeus Balogun. Avant 2016, le programme microcrédit mis en place par le gouvernement pour un accès financier aux populations les plus vulnérables était marqué par une gestion chaotique et politisée, avec des fonds souvent détournés par des intermédiaires et des conditions de distribution inaccessibles. Avant 2016, le microcrédit se distribuait main à main aux parents, parfois aux amis. Ce que je veux dire par là, c'est sans grande traçabilité, avec aussi des intermédiaires qui prélevaient des commissions. Les femmes se tracassaient beaucoup avec les pièces, les dossiers à fournir. Par exemple, pour emprunter un crédit de 50 000 francs CFA, il y avait beaucoup de faux frais. Il y avait déjà une carte de 5 000 francs achetée en dehors des intérêts qui étaient plus grands. Donc, le résultat de tout ça, c'est un fort taux d'impayés et des ressources qui étaient totalement effondrées avec des milliards de dettes pour les SFD. Les réformes introduites à partir de 2016 ont radicalement changé la donne. L'innovation majeure étant la digitalisation. La digitalisation a apporté de la transparence. Le fait de passer par le téléphone a permis d'éviter ou de limiter les contacts intermédiaires, d'éviter les doublons, de rembourser également directement par le téléphone, puisque tout se passe par le téléphone. Et ce sont ces remboursements-là qui sont suivis de près scrupuleusement par le FNM. En 4 ans, près de 600 000 microcrédits ont été octroyés, dont 500 000 en faveur des femmes. Les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés, donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit. Le coût même du CIP a été également revu, rendu totalement accessible par l'État. Grâce aux réformes, le volume annuel des crédits a doublé, atteignant 12 milliards de francs CFA par an. Ce qui fait du Bénin le premier en tête du classement de l'UEMOA en matière d'inclusion financière. Je vous le disais en titre, lutte contre le travail des enfants au Bénin, la Confédération nationale des employeurs du Bénin et EDI ONG sensibilisent. Elles étaient sur le site d'exploitation du gravier de DV dans la commune de Dogbo. Objectif, mettre fin à l'exploitation des enfants qui y travaillent. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Les enfants de moins de 17 ans sont fortement sollicités sur le site d'exploitation du gravier de DV, un arrondissement de la commune de Dogbo. Un travail qui indigne la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, et EDI ONG. La séance de travail qui est faite aujourd'hui est très importante. Nous allons prendre ça au sérieux et travailler avec nos collègues. Le problème que nous avons ici, c'est que nous mettons les enfants au monde, mais c'est difficile. C'est nous-mêmes qui entretenons les enfants. Le travail dans les carrières est reconnu pour sa dangerosité par l'État à travers l'article 128 du Code minier. Il est par conséquent en violation avec les droits fondamentaux de l'homme. Le gouvernement béninois s'est engagé pour cette lutte et son engagement se lie à travers la création du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants et aussi cette flopée de textes qui ont été votés et les conventions internationales ratifiées par le gouvernement béninois. Je crois qu'avec les sensibilisations, vous allez quand même essayer de comprendre ce qu'on est en train de vous dire. Et il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. Nous avons lancé une campagne nationale de lutte contre le travail des enfants. Cette initiative est la preuve
de l'engagement de vos structures à lutter aux côtés du gouvernement à l'éradication du phénomène du travail des enfants dans notre pays. La Confédération nationale des employeurs du Bénin et EDI ONG comptent poursuivre la sensibilisation pour l'atteinte des cibles du point 7 de l'objectif de développement durable 8 sur le travail décent afin de mettre fin aux pires formes de travail des enfants. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance organise des concertations baptisées Groupe Genre et Protection sociale. Elles offrent l'occasion de réfléchir et de trouver des mesures de défense des droits et de la protection de la femme. Gilles Dansou et Alexis Segbebo. Cette deuxième session de concertation du groupe Genre et Protection sociale s'inscrit en parfaite ligne dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Thématique retenue, riposter et reconstruire après les violences. L'UNFPA reste engagé dans cette lutte pour l'épanouissement de la femme et le respect des droits y afférents. Les cellules focales et points focaux des autres secteurs constituent les bras opérationnels du mécanisme de concertation entre les PTF et ces autres secteurs, la partie nationale en matière d'intégration du genre et de la protection sociale. La dynamique de relance du dit mécanisme permettra d'améliorer la réponse aux besoins et attentes d'accompagnement de la partie nationale dans ce sens. Ensemble pour l'égalité des genres et l'inclusion sociale, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance veille au grain. Faisant suite aux recommandations formulées par les Nations Unies en 1997, le Bénin a enclenché le processus de mise en place d'un mécanisme national d'institutionnalisation du genre et de la protection sociale. Dans cette dynamique, le groupe de concertation genre et protection sociale s'est avéré l'un des cadres multisectoriels d'opérationnalisation œuvrant aux côtés des acteurs nationaux compétents dans le but de renforcer la prise en compte des dimensions genre et protection sociale dans les politiques, stratégies, programmes et autres interventions visant à accroître durablement le bien-être social des populations. De cette rencontre sont attendues des recommandations fortes dans le cadre du respect de la protection sociale des filles et des femmes. Le préfet bienvenu d'Edayon Milorin fait son entrée sur la liste des chevaliers de l'Ordre national du Bénin. Une récompense pour ses bons et loyaux services. La cérémonie de distinction a réuni plusieurs personnalités. Le point avec Ola Rodrigue Babagbeto et Wenceslas Aouimo. Si aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années, cette cérémonie en est un bel exemple. Un exemple d'abord au vu des nombreuses personnalités présentes. C'est aussi un exemple surtout au vu des nombreux actes posés par celui que le vice-grand chancelier des ordres nationaux du Bénin considère comme l'incarnation d'une diversification professionnelle réussie. Monsieur Milorin, les populations du département vous désignent affectueusement comme le juste et requis instrument pour le développement des 6 communes de la juridiction administrative du Mono. Vous avez marqué votre engagement par des actions de développement qui ont contribué de manière significative à l'atteinte des objectifs de votre département. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Bénin. Il est l'un des plus jeunes préfets du Bénin et désormais aussi l'un des plus jeunes chevaliers de l'Ordre national du Bénin. Endurant, ferme et combatif, l'heureux choisi voit en cette médaille son rêve américain en voie d'accomplissement. Le rêve est beaucoup plus grand, mais c'est une première étape. Je voulais rendre grâce à Dieu et rendre grâce à tous ceux qui y ont contribué, notamment le chef de l'État. Mais ça reste également un défi, un grand défi, parce que lorsqu'on vous met une telle distinction sur la poitrine, c'est beaucoup plus pour vous demander d'aller plus loin. L'appel qu'il faut lancer, c'est déjà demander à cette jeunesse qui a beaucoup de valeurs de travailler à polir ses valeurs, à se distinguer dans la société, parce que tout méritant finit toujours par être repéré par les projecteurs de la République. Milorin incarne l'intelligence. Milorin, c'est l'espoir de la jeunesse. Il travaille avec tout le monde, sans parti pris. Je pense qu'avant qu'il ne finisse sa carrière, il sera grand croix dans ce pays et c'est ce que je lui souhaite. Un souhait pour
bienvenu d'Aidénion Milorin, un homme polyvalent dont l'exemplarité de la carrure fait l'unanimité. Le festival départemental de la musique traditionnelle de l'Alibori Kokoma vient de faire son premier gagnant, l'orchestre de Banikwara. Cette première édition est une idée du ministère du Tourisme. L'objectif est de promouvoir les identités culturelles et créer un brassage entre les différentes communes du département. Judical Aïnan et Ousmane Baparapé. Organisé en soirée, le festival de la musique traditionnelle Konkoma a regroupé les 6 communes de l'Alibori, dont 5 ont pu répondre à l'appel: Kandi, Karimama, Malanville, Banikwara et Gouagounou. Au terme des 15 minutes x 5 de temps de prestation, le jury délibère. Alors, d'office, évidemment, naturellement, le premier c'est Banikwara avec 17 Banikwara, 17. Le premier prix revient alors à l'orchestre de Banikwara. Celui de Kandi, 2e, et Malanville, 3e. Ici, le contenu des chansons exécutées s'articule autour de 3 thèmes. Paix et cohésion sociale, le vivre ensemble entre les éleveurs et les agriculteurs, et enfin les méfaits de la consommation des produits psychotropes. Nous sommes à une première édition pour ce festival et la direction entend faire plusieurs éditions en vue de promouvoir notre identité culturelle et aussi un brassage culturel entre les différentes communes du département. Cela nous permet de détecter les talents pour lesquels la direction s'engage à faire la promotion sur le plan national, voire international. Aujourd'hui, nous venons de participer au premier festival départemental des orchestres Konkoma du département de l'Alibori. Et nous sommes les heureux gagnants. C'est une grande joie pour nous, c'est une fierté. Rendez-vous en 2025 pour la 2e édition. Faisons pour finir le tour de l'actualité internationale avec Ola Rodrigue Babagbito. La justice malienne a accordé jeudi la liberté provisoire à 11 opposants à la junte. De sources judiciaires, ils ont été arrêtés en juin pour complot contre les autorités légales et réunion illégale après avoir appelé à un retour des civils au pouvoir. Parmi les 11 opposants libérés figurent d'anciens ministres et des présidents de partis et mouvements politiques signataires d'une déclaration publiée le 31 mars par leur coalition et appelant la junte à rendre le pouvoir aux civils. Ils avaient été interpellés en juin alors qu'ils se réunissaient au domicile de l'un d'entre eux à un moment où les activités des partis étaient interdites depuis avril. Les militaires ont levé cette interdiction en juillet dernier. Mahamoudou Baoumia et John Mahama ont profité des dernières heures de campagne pour mener leur ultime meeting jeudi à Accra, la capitale, devant des milliers de partisans. Tout au long de la campagne présidentielle, la situation économique du pays a été au cœur des débats, le Ghana sortant lentement d'une crise ayant nécessité un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Avec son slogan de campagne Break the Eight, en référence à la limite de 2 mandats de 4 ans du président sortant, Mahamoudou Baoumia espère offrir à son parti un 3e mandat au pouvoir, ce qui serait sans précédent. John Mahama, par contre, a réuni ses soutiens avec des slogans tels que Reset Ghana Right, remettre sur pied le Ghana, et Stop the Eight. Selon ce candidat, pour la 3e fois à la présidentielle, les inquiétudes concernant l'économie pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Il considère son rival comme responsable d'une partie des difficultés économiques du pays. Selon les experts, le scrutin s'annonce serré entre Mahamoudou Baoumia, vice-président et candidat du nouveau parti patriotique, et son adversaire John Dramani Mahama, ex-chef d'État et leader du Congrès national démocratique, le principal parti d'opposition. Selon les experts, ce scrutin s'annonce très serré.
Menacée par la mer, les nappes phréatiques et les pluies, Copenhague, la capitale danoise, entreprend de s'adapter au dérèglement climatique et travaille à se prémunir des inondations, un risque pour une ville redoutablement submersible qui prend forme à travers plus de 300 projets. La ville pourrait être submergée d'eau de toutes parts. L'Institut météorologique local prévoit une augmentation des précipitations de 30 à 70% à l'horizon 2100 et celle des nappes phréatiques. Les combats entre rebelles et forces syriennes ont fait 280 000 déplacés depuis le 27 novembre et l'avancée fulgurante des groupes islamistes en Syrie, a indiqué l'ONU vendredi. Cela n'inclut pas le nombre de personnes qui ont fui le Liban lors de la récente escalade des combats entre le Hezbollah et Israël, a déclaré Samer Abdel-Jaber, directeur de la coordination des urgences du Programme alimentaire mondial, lors d'un point de presse à Genève. Si la situation continue d'évoluer au rythme actuel, nous nous attendons collectivement à ce qu'environ 1,5 million de personnes soient déplacées et aient besoin de notre soutien en Syrie, a indiqué le responsable. C'est une crise qui vient ainsi s'ajouter à une crise, a-t-il souligné, insistant sur le besoin urgent de financement supplémentaire pour aider à répondre aux besoins massifs à venir. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.